Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Bienvenue au premier colloque juridique organisé par l'URI CFDT Normandie depuis sa création en janvier 2018. Pour la CFDT, le juridique, c'est une discipline au service de l'action syndicale. Le thème retenu par la commission juridique régionale et validé par la commission exécutive est donc celui de la stratégie CFDT face à la discrimination syndicale, aussi bien sous l'angle des représentations que chacun en a, que des moyens pour la prévenir, de la démontrer, de la combattre et de demander réparation. Bien entendu, derrière ce terme de discrimination syndicale, nous incluons aussi bien les élus CSE, CSA et tout travailleur aux activités similaires. Un des intérêts de cette journée est de brasser des profils militants multiples et aussi avoir des regards extérieurs à notre organisation. Je remercie les différents intervenants d'avoir accepté de participer à nos travaux. Alors, dans l'ordre d'apparition au table ronde, M. Slimane Naoufi, délégué interrégional Normandie Centre Val-de-Loire du Défenseur des droits. Fabien Guimbretière, secrétaire national de la Confédération, en charge de la lutte contre les discriminations syndicales. M. le Dr Jean-Philippe Izard, médecin du travail. Madame Michèle Allier-Beaulieu, directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Julien Alvarez, conseiller prud'homme à l'Armand, ancien président du Conseil des prud'hommes. Michel Rose, avocat référent du réseau d'avocats AVEC en Normandie. Christophe Launay, avocat du réseau AVEC. Christelle Bigaret, secrétaire du syndicat CFDT Santé Sociaux Rondière-Edleuf. Arnaud Jean, militant CFDT victime de discrimination syndicale. Éléonore Lac-Simon, avocate, et Michel Barret, secrétaire général de la CFDT Normandie. Alors, les tables rondes, la première sera animée par Michel Barret, les autres seront animées par des membres de la commission juridique régionale. Jean-Luc Piednoir, conseiller prud'homme, assesseur au pôle social du tribunal judiciaire, et qui a exercé plein de fonctions différentes avant. Pauline Lampérière, secrétaire du syndicat Santé Sociaux de l'Ordre, et Sabrina Amoudi, conseillère prud'homme à l'arrêt. Je remercie les membres de la commission juridique régionale qui ont contribué à cette journée. Je remercie également les salariés de la Formée et Agir Normandie, l'organisme de formation de l'URI, son président et sa chargée de mission, pour lesquels cela a représenté une importante charge de travail. Je remercie les gens de la communication pour la journée d'aujourd'hui également, et le Parc Expo pour son accueil et sa disponibilité. Alors avant de rentrer, de vous présenter cette journée, ce qu'elle est et ce qu'elle n'est pas, j'en profite pour vous indiquer que des appels à candidature pour la fonction de conseiller du salarié pour le Calvados est en cours, et ceux pour la Manche et l'Ordre seront lancés en fin d'année. De même, un recrutement de défenseurs syndicaux, et là ça concerne tout le monde, sera lancé en 2024. Pour aborder ces fonctions, vous pouvez vous inscrire à la formation ou aux formations plurielles Connaître les mandats juridiques qui seront organisées début 2024. Donc ce colloque est organisé autour de 4 tables rondes qui suivent la ligne du temps d'élection, voire avant, à celui d'un éventuel procès, en passant par la conservation des éléments et la prise en charge syndicale dans l'entreprise. Chaque table ronde laissera le temps pour des questions-réponses avec la salle, et il y aura 5-10 minutes de pause après chacune. Au cours de cette journée, nous articulerons les aspects concrets, les aspects politiques et bien sûr juridiques que pose la discrimination syndicale. Elle mérite d'être sanctionnée et l'action syndicale va apporter les meilleurs outils pour la combattre avant de se tourner vers la justice. Cette journée s'inscrit dans cette perspective et nous avons tous, militants d'entreprise, responsables de syndicats, mandatés juridiques, pluri, à œuvrer pour que l'engagement syndical évite tout préjudice aux militantes et militants, comme il est indiqué dans un des premiers articles du Code du travail, le L 1121.1, sous le titre « Droits et libertés dans l'entreprise », je le cite. « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir
ni proportionné au but recherché. Permettez-moi de faire un petit rappel historique. Si les accords de Matignon, sur le contrat des congés payés en 1936, avaient bien indiqué que les employeurs s'engageaient à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou pas à une organisation syndicale pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne l'embauchage, la conduite ou la répartition du travail, les mesures de discipline ou congédiement, il faudra attendre 1956, 20 ans plus tard, pour voir figurer la première mention de la discrimination syndicale dans le Code du travail. Une entrée surtout du côté de la liberté patronale. Elle interdisait à un employeur de prendre en compte l'appartenance à un syndicat à l'embauchage et interdisait des pratiques telles que l'obligation d'être adhérent pour obtenir un emploi, l'obligation d'adhérer une fois l'emploi obtenu ou le paiement de cotisations par l'employeur. Mais c'est surtout depuis 2003, en partie sous l'impulsion européenne, que les syndicalistes, parmi aujourd'hui 24 motifs de discrimination, se voient reconnaître des droits en tant que personne. Alors, qu'est-ce qu'une discrimination? La loi du 27 mai 2008, qui est une loi d'adaptation du droit français au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, distingue d'une part la discrimination directe et d'autre part la discrimination indirecte. Donc constitue une discrimination directe la situation dans laquelle une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable. Et constitue une discrimination indirecte, une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour arriver au but lui soient nécessaires et appropriés. Pour la CFDT, discriminer, c'est mettre à part des autres travailleurs, un travailleur qui a une activité syndicale. Si de nombreuses situations sont imbriquées avec la discrimination syndicale, elles ne font pas en tant que telles l'objet de nos travaux d'aujourd'hui. Alors je pense à la répression syndicale et aux stratégies d'entreprise visant à affaiblir le syndicalisme. Je pense à l'entrave, qui sont des actions globales s'opposant à l'action syndicale, alors que la discrimination est une action ciblée qui vise à décrédibiliser, à écarter, voire à anéantir un militant, et par la même occasion d'intimider les potentiels nouveaux adhérents. Je pense également au harcèlement moral, utilisé comme le bras armé de la discrimination, mais qui constitue des infractions distinctes entraînant des préjudices différents. De même, nous nous abstiendrons d'évoquer le burn-out et le surmenage qui pèsent sur les militants en période de négociation, par exemple, d'un plan de sauvegarde de l'emploi, terme légalement positif pour les plans de licenciement. Donc, les militants qui subissent des pressions, des comportements insidieux de la part des patrons, de salariés ou d'autres syndicats et qui vivent la situation. Et nous éviterons également d'évoquer les différents traitements qui sont autour d'eux. Ces événements sont tout autant traumatiques, ils dégradent tout autant la vie des militants, mais risqueraient de nous faire dévier de notre sujet. Alors, quand on évoque la discrimination syndicale, de quoi parle-t-on? Quels en sont les éléments constitutifs? Il y a les éléments constitutifs d'une discrimination directe, qui sont identifiables plus ou moins facilement. Citons l'absence d'adaptation du poste de travail, de sa charge de travail, l'affectation sur un poste de travail, autre, l'évolution de carrière dégradée ou inexistante, la suppression d'une prime, l'organisation des départs en congé, l'absence d'évaluation. Liste non exhaustive. Il y a les éléments constitutifs d'une discrimination indirecte, les difficultés d'exercice du droit syndical, la question du non-remplacement pendant la prise des heures, l'attitude patronale ou de la hiérarchie suscitant des réactions hostiles de la part des autres travailleurs, le harcèlement discriminatoire, les refus pour nécessité de service, le respect de l'obligation de réserve, la pénalisation ou l'achat d'un militant, le non-respect de l'égalité homme-femme. Et tous les micro-événements quotidiens, des réflexions peu visibles et qui ne sont pas des infractions manifestes, mais qui ne doivent pas être regardés comme des événements ordinaires et banals. Il n'y a pas d'anecdote en la matière. À travers l'engagement syndical, il y a l'acceptation pour un militant de donner pour un collectif. Et il n'est pas question pour la CFDT
d'accepter que les militants soient pénalisés, qu'ils s'en prennent plein la gueule et ensuite. J'espère que cette journée nous aidera à déconstruire ensemble les dynamiques qui alimentent la discrimination syndicale. La CFDT est la première organisation syndicale, ce n'est pas de l'arithmétique. C'est d'abord et avant tout une conception du dialogue social dans l'entreprise et dans la société. Je vous remercie. Merci. Donc maintenant, je vais laisser la parole aux intervenants pour la première table ronde. Michel Barret, secrétaire général de l'URI Normandie. Siman Laofi, représentant le défenseur des droits en Normandie, Val-de-Loire. Fabien Gambretière, secrétaire national de la Confédération CFDT en charge de la discrimination syndicale, et Jean-Philippe Izard, médecin du travail. Madame, Monsieur, à vous la parole. Bonjour à tous et à tous. Donc je ne vous présente pas à nouveau nos invités. Thierry a bien brossé dans son introduction le but de cette journée. Un constat, les syndicalistes considèrent que c'est une preuve de l'engagement et de la combativité que d'être victime de discrimination, que ce soit au sein des entreprises ou de l'administration. Environ, je crois, on a dénombré environ 14 lois qui impactent le Code du travail sur le sujet des discriminations depuis 2004. Alors messieurs, je vais vous poser une première question. Pouvez-vous situer les discriminations syndicales dans l'ensemble des 24 motifs de discrimination, pour ne lister par exemple que la vulnérabilité, le racisme, l'âge et le genre? Monsieur Slimane, vous pouvez dans un premier temps répondre à cette première question. Merci. Très bien, merci déjà pour cette invitation et merci de faire honneur aussi à l'institution que je représente, l'institution qui est beaucoup saisie par les syndicats, par les syndicalistes, les délégués syndicaux, les militants, les sympathisants également, pour des situations de discrimination, autant dans le secteur privé que dans le secteur public. Là, il faut bien aussi dire les choses, que l'État ou les collectivités locales ne sont pas exemplaires en la matière. Situer un petit peu le critère des activités syndicales parmi les 25 critères prohibés de discrimination, sur le rapport d'activité que l'on rend tous les ans, on est à peu près sur un volume de 5% des réclamations qui concernent l'activité syndicale. 5% à peu près sur quasiment 5000 réclamations, bien que nous ayons beaucoup perdu lors de la création du défenseur par rapport à la HALD. Je suis un ancien de la HALD. Sous la HALD, nous avions un volume de 9000 réclamations par an et nous sommes descendus à 5000 lorsque nous avons créé cette institution. Donc, 4% de réclamations concernant l'activité syndicale, principalement des réclamations qui situent la discrimination dans la carrière. Très peu, en tout cas, en ce qui concerne l'accès à l'emploi, c'est-à-dire l'accès à l'embauche. On a quand même des situations de discrimination de la part d'employeurs qui voient sur un CV peut-être une activité syndicale, qui voient aussi sur un dossier avec un dernier bulletin de paye de dernier employeur qui a eu des erreurs de délégation, etc. Ce sont des petits indices qui font qu'on va rejeter la candidature simplement sur l'activité syndicale. Mais principalement, on est sur les 3/4 des réclamations concernant les situations de discrimination comme ça a été décrit, notamment dans le domaine de l'emploi, dans la carrière, dans l'évolution de carrière, dans la cessation du contrat de travail également, avec des licenciements forcés, même si on est face à des salariés protégés. Et puis aussi, vous ne l'avez pas dit, parce que c'est quelque chose, c'est une situation de discrimination que l'on ne retrouve pas d'ailleurs dans le droit positif, dans les textes, que ce soit dans le Code du travail ou dans la loi Le Port, une situation de discrimination qui a été créée par la jurisprudence, qui est, et pour le coup, nous l'avons fait reconnaître avec le défenseur des droits devant la Cour d'appel de Caen et devant la Cour d'appel de Montpellier, qui est une situation de discrimination par association. Une discrimination par association, c'est une création jurisprudentielle, en 2 mots, si je puis me permettre, puisque dans les 2 affaires, c'était quasiment les mêmes faits.
Vous avez un couple dans l'entreprise, depuis plus de 20 ans, pas de problème, évolution de carrière normale, rapport d'évaluation positif, et puis tout d'un coup, il y a le mari qui devient délégué syndical. Il devient délégué syndical et il commence à être un petit peu incisif avec l'employeur. Il joue son rôle de délégué syndical. Et bien évidemment, c'est un salarié protégé, donc autorisation de licenciement pour savoir si le licenciement n'est pas en lien avec les activités syndicales. Eh bien, l'imagination des employeurs fait que on va contourner cette autorisation de licenciement et puis on va passer auprès de l'épouse. En mettant la pression et en lui disant ce serait bien que ton mari soit arrête son combat syndical, soit se calme un peu, et par fidélité elle refuse et elle se fait licencier pour insuffisance professionnelle au bout de 25 ans. Donc on est sur une situation, alors dans les deux affaires à Montpellier et à Caen, c'était exactement la même chose, et donc on est vraiment sur ce que l'on appelle de la discrimination par association. C'est une création jurisprudentielle, c'est la Cour de justice en 2005, qui a défini ce concept, qui concernait en Espagne une maman qui revenait d'un congé maternité. Son bébé, malheureusement, donc était porteur d'un handicap, et elle avait demandé à son employeur si elle pouvait avoir des aménagements d'horaire, et l'employeur a refusé de la licencier, et la Cour de justice a considéré que la personne qui était discriminée dans cette situation, c'était le bébé en raison de ce handicap, donc c'est une discrimination par association. Nous avons fait la même chose sur cette situation de couple dans une entreprise, dont l'épouse a été victime d'une discrimination, donc par association, en raison des activités syndicales de son mari. Voilà, j'en dirai un petit peu plus. Donc Fabien, même question, mais plus sur l'analyse de la prise en charge par la CFDT de la discrimination syndicale envers les militants ou adhérents CFDT, la posture de la CFDT par rapport à ces discriminations syndicales. Tout d'abord, quelques mots au préalable. Merci beaucoup pour cette invitation et surtout bravo pour ce colloque. Vous êtes extrêmement nombreux sur un sujet qu'on n'a pas l'habitude, on en parle bien sûr à la CFDT, mais on n'a pas l'habitude forcément d'organiser des colloques sur ce sujet, et donc c'est vraiment de la première importance, d'autant plus que j'imagine que dans la salle vous avez tous entendu parler du rendez-vous des syndicats, et il y a énormément de sujets juridiques. Le sujet juridique remonte beaucoup. Alors bien sûr, le sujet juridique, ce ne sont pas que les discriminations syndicales, mais ça montre à quel point le sujet est important quand même, et ça explique sûrement votre nombreuse présence. Sur la prise en charge, est-ce que je fais un petit historique un petit peu de ce qu'a pu faire la CFDT? D'abord, je vais revenir quand même sur l'enquête du défenseur des droits auquel a participé la CFDT il y a 2 ou 3 ans, juste avant le Covid, en 2019. Et ça montrait à quel point, on avait répondu favorablement à l'invitation du défenseur des droits à ce sujet. Je vais vous donner quelques chiffres. Donc les 8 organisations syndicales représentatives ont participé à l'époque, mais c'est bien à la CFDT qu'on a le plus répondu, avec plus de 22 000 réponses, ce qui représentait au total 65% des réponses. Alors je ne vais pas revenir sur toute l'enquête, mais juste reprendre quelques données éclairantes en termes d'introduction. Tout d'abord, 35,9% des répondants indiquent que lors de la prise de leur mandat, leur charge de travail n'a pas du tout été adaptée, et pour 54% que cette activité a été un frein à leur carrière. Et plus de 79% des répondants CFDT considèrent que l'exercice d'une activité syndicale aujourd'hui représente un risque pour son emploi ou son évolution professionnelle. Et très nombreux sont celles et ceux qui ont été témoins dans leur activité de ce type d'agissement. Et un dernier chiffre, en cas de situation discriminante, ils sont plus de 62% à avoir contacté leur syndicat. Donc ça corrobore un petit peu aussi les propos introductifs de Thierry tout à l'heure. Et justement, 62% à avoir contacté leur syndicat,
Le premier levier, alors nous, la Confédération, on ne traite pas les sujets de discrimination syndicale en direct, hein. C'est bien au plus près du terrain, et le premier lien avec les délégués syndicaux, puisqu'on verra, on en parlera sûrement aussi, ce sont souvent les plus exposés. Les délégués syndicaux, leur premier interlocuteur, leur premier lien, c'est bien le syndicat. Et donc, en face, ce sont nos pratiques syndicales, la force que peuvent avoir nos syndicats, comment sont organisés nos syndicats, quel soutien juridique pour nos syndicats. On y travaille. C'est pas un sujet facile, mais en tout cas. Et puis un autre point aussi pour mettre un peu dans le paysage, on a tendance à croire qu'en France, on est dans un pays où il y a du dialogue social. Hein. Enfin, si on compare à d'autres pays du monde, mais si on compare par exemple à nos voisins, on a quand même des relations de dialogue social qui peuvent paraître, notamment sur ce point-là, qui peuvent paraître archaïques, avec un patronat qui est très très réfractaire au syndicalisme. Et donc, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire, ça m'arrive souvent. Voilà, et donc, en tout cas, c'est bien par nos pratiques syndicales et l'organisation de nos syndicats. Voilà. Et je voulais dire, on a eu une note, par exemple, au dernier bureau national, sur la politique juridique de la CFDT, où il y a d'ailleurs une réflexion plus large qui va être engagée, dont les discriminations syndicales et la lutte contre les discriminations syndicales vont faire partie. Merci Fabien. Jean-Philippe Izard, en tant que médecin du travail, êtes-vous interpellé par des syndicalistes sur le sujet de la discrimination syndicale et avez-vous identifié des freins à ce que des syndicalistes viennent vous consulter? Merci. Bon, merci pour l'invitation. Un peu... on m'a pas laissé beaucoup de temps pour travailler, je suis désolé. Ça me paraît. Donc, précisément, non, on est très peu interpellé par les représentants des syndicats, de façon générale, les délégués du personnel et les délégués syndicaux pour des problèmes liés à la santé, à leur santé psychologique. Alors, j'ai entendu tout à l'heure que peut-être le burn-out peut être exclu, mais mon activité, c'est du burn-out. Moi, je ne fais que ça. Donc, parmi les gens qui viennent nous consulter, effectivement, il y a quelquefois des délégués syndicaux. On s'intéresse de toute façon à savoir si les salariés qui viennent nous voir sont délégués ou représentants du personnel, parce qu'effectivement, c'est un facteur d'aggravation, surtout en période de négociation, de leur pression psychologique, hein, et du temps qu'ils vont consacrer, et puis aussi des déceptions qu'ils peuvent avoir, parce que de l'insatisfaction va être générée tant de la part des autres groupes représentés que de la part de leur employeur. Donc en fait, ils viennent un petit peu nous voir quand ils ont un trouble psychologique qui dépasse un peu ce qu'ils attendent. Et c'est vrai qu'a priori, les gens qui sont délégués du personnel s'attendent à avoir beaucoup de pression psychologique et à ressentir l'insatisfaction des autres et à savoir l'apprécier et l'appréhender et travailler avec les gens. Donc en fait, très très peu. Moi je pense que depuis que je suis à Caen, j'ai eu 2 délégués du personnel, dont un délégué syndical qui est venu me voir par rapport à la pression qu'il a pu ressentir et qui aurait pu entraîner un trouble de nature psychologique. Alors, on sait, hein, dans le monde du travail, qu'on est soumis, nous, militants CFDT, à, vous l'avez bien dit, monsieur Lamarche, sur autant dans les entreprises que dans les administrations. Je pense qu'il est important de redire que c'est aussi dans les entreprises et les administrations, on est soumis, nous, militants CFDT, à des, vous l'avez dit, des soucis de carrière, Fabien vient de le dire, aussi une surcharge de travail malgré les heures syndicales, etc. Mais on a aussi des moments clés dans notre environnement militant, par exemple, je ne cite que cet exemple-là, le moment des polices, CFDT par exemple, au moment des élections, qu'elles soient du privé ou du public, et des tensions se créent entre militants d'une autre organisation syndicale, mais aussi, et vous l'avez dit, avec d'autres membres, d'autres personnes, d'autres travailleurs ou agents publics, et voir aussi, on a aussi des pressions des délégués qui sont sans étiquette. Donc, quel conseil on pourrait donner
Fabien, tu as déjà pour partie répondu à la question, mais pour autant, on va redéfinir ce contexte-là. Quel conseil peut-on donner à une équipe syndicale confrontée à de telles situations ? Fabien, je te laisse. Comment nous, CFDT, alors qu'on soit responsable politique ou militant, alors au niveau national, tu l'as dit par rapport à la note du Bureau national, mais comment nous, on peut aider nos militants à un tel contexte de tension et de tension compliquée au sein d'une administration d'une entreprise. Alors, on est en pleine élection CSE, ça vous aura pas échappé. J'imagine que beaucoup d'entre vous dans la salle sont concernés. Il y a un point de vigilance à avoir sur le dépôt des listes, notamment avec les nouveaux. Les nouveaux, alors même si c'est pas toujours les plus exposés, parce que c'est plus souvent le délégué syndical qui est exposé, mais les nouveaux, ils mettent le pied souvent dans quelque chose qu'ils ne connaissent pas, donc c'est aussi le rôle des autres élus d'être en soutien des nouveaux, c'est aussi le rôle des élus, par exemple des CSE, d'être en soutien de leur délégué syndical. Là, on est au cœur de nos pratiques syndicales, clairement. C'est aussi faire attention dans les nouvelles implantations. Les nouvelles implantations, on se retrouve avec des élus ou des délégués syndicaux qui n'ont absolument aucune pratique. Là, le syndicat a un rôle plus que central à jouer, c'est-à-dire c'est même pas un rôle central, c'est un rôle d'accompagnement au plus près, parce que souvent c'est là que ça se joue, et sans caricaturer ou jeter l'opprobre sur des catégories d'entreprises, mais on sait que notamment dans des PME, où souvent familiales, l'arrivée d'un délégué syndical n'est pas toujours très bien perçue. C'est pas une généralité, on a aussi des gros problèmes de discrimination dans les grosses entreprises, sauf que souvent dans les PME, ça passe un peu sous les radars et ça reste en zone grise. Et là, je vais me permettre de faire un parallèle, c'est qu'en général, on retrouve des cas de discrimination syndicale là où il y a déjà au départ un dialogue social dégradé, où il y a une forte réticence de l'employeur à voir des syndicalistes. Une des pistes, moi, que j'ai en tête, c'est par exemple les formations communes sur le dialogue social. Enfin, ça fait longtemps qu'on en parle, mais ça devrait être obligatoire. Ça devrait être obligatoire pour tout le monde, y compris pour l'employeur, dès lors qu'il y a des organisations syndicales présentes dans l'entreprise, et même si c'est des sans étiquette. Parce qu'on manque de culture du dialogue social. Donc c'est l'accompagnement et vraiment la vigilance des autres élus et la vigilance du syndicat. C'est le premier lien. Ça ne veut pas dire que les structures fédératives n'ont pas un rôle à jouer, mais le premier lien, c'est bien le syndicat. D'où l'intérêt, et j'insiste là-dessus, d'avoir vraiment des syndicats en ordre de marche, parce que s'il y a un syndicat qui a des faiblesses, mais s'il y a un syndicat qui a trop de faiblesses, y compris sur ces sujets-là, ça va vite mettre en difficulté des élus. Le parallèle avec le dialogue social, moi je déborde un petit peu, mais c'est pour illustrer. On a vécu la période Covid. Moi, à l'époque, j'étais dans l'agroalimentaire, c'est-à-dire qu'au moment du Covid, on a vécu... il a fallu qu'on gère une continuité d'activité et pas un arrêt d'activité. Qu'est-ce qu'on s'est rendu compte de quoi? C'est que avec du dialogue social de bonne qualité, les solutions pour la bonne continuité de la production ont été trouvées très très vite. Là où c'était déjà conflictuel, ça a été une galère sans nom. Et donc les mécanismes sont les mêmes, quoi. C'est-à-dire que c'est les mêmes mécanismes, et je reviendrai après sur la qualité du dialogue social et sur les pistes qu'on peut voir. Parce que les ordonnances travail, par exemple, ont eu un effet délétère là-dessus, mais ce sera peut-être l'objet d'une autre question après. Merci Fabien. Monsieur Naoufi, en tant que défenseur des droits, vous avez parlé des interventions, des sollicitations, mais y a-t-il des interventions particulières abordées en ce sens sur toujours le sujet de la discrimination, mais sur les militants en tension, etc., qui vous sollicitent? Déjà plusieurs choses avant de vous répondre. Déjà plusieurs choses sur la discrimination syndicale en tant que telle.
La discrimination syndicale en tant que telle, on a des grands discours, vous en parlez sur le dialogue social, donc il faut améliorer, pousser le dialogue social, etc. Et c'est la raison pour laquelle on a une protection contre les discriminations syndicales, une protection qui est générale avec la loi du 27 mai 2008, mais une protection spécifique en plus avec l'article 24.11-1 du Code du travail. Donc on a en plus une protection spécifique, sans compter tous les textes qu'on a transposés de l'Union européenne. On assiste à quoi finalement? On a finalement un cadre juridique extrêmement protecteur, et puis finalement de l'autre côté, on a des situations de discrimination. Donc on a cette particularité en France, même de manière générale. On est le pays qui a l'arsenal juridique le plus protecteur de l'Union européenne en matière de lutte contre les discriminations, et pourtant on est sans cesse avec des situations de discrimination. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on veut avoir un dialogue social digne de ce nom, il va falloir à un moment donné faire en sorte que la discrimination syndicale soit sanctionnée. Il va falloir aussi que dans les entreprises, on prenne en compte par des accords, des sensibilisations, des formations, qu'on prenne en compte le rôle principal d'un délégué syndical dans l'entreprise, parce que si on continue comme ça, le dialogue social, on ne pourra jamais l'avoir, parce qu'on va avoir justement des personnes qui vont se détourner de la fonction du mandat de délégué syndical, ce qui crée d'ailleurs le fait qu'il y a une baisse après du taux de syndicalisation, etc. Donc, on est face à une situation où on a besoin dans l'entreprise d'avoir des personnes qui se font porte-parole des salariés et qui finalement sont discriminées, exposées à la discrimination beaucoup plus que les autres, parce que d'une part, elles ont un mandat de représentation, parce que vous défendez les salariés, et puis d'autre part, vous êtes là également en tant que délégué syndical pour relayer les situations de discrimination, voire autres de discrimination syndicale, dont sont victimes les salariés, vos collègues dans l'entreprise. Donc on a des personnes qui sont doublement exposées à la discrimination syndicale et qui finalement donc se détournent, voire arrivent à des situations de burn-out, vous en avez parlé. On a des dossiers où c'est intolérable, les situations des personnes dans lesquelles elles se trouvent par une discrimination qui, bien souvent, est bien quand même assez perverse. Il faut quand même le dire. Elle est quand même assez perverse parce que c'est pas du tout de la confrontation directe, mais ça va être des petits comportements intrusifs, ça va être des petites mesures cumulées du style on va refuser les heures de délégation par nécessité de service, on va faire toute une théorie sur le fait qu'il ne peut pas y avoir d'évolution professionnelle parce qu'il y a une décharge à temps partiel ou à temps complet, etc. Enfin bref, on va jouer sur des tracasseries. Donc, les personnes finalement qui nous reviennent via les centrales syndicales, par la CFDT, la CGT, toutes les centrales syndicales, saisissent le défenseur des droits au nom d'un de leurs salariés, militants ou militantes. Et les situations que l'on trouve, ce sont des situations où effectivement on est dans un contexte où vous dites que le dialogue social est un peu difficile ou conflictuel. Moi je dirais où il n'existe même pas. Il n'existe même pas du tout. Donc il n'y a pas du tout de dialogue social et ça ne touche pas uniquement les grandes entreprises, vous l'avez dit, je pense que ça touche beaucoup plus le tissu des PME, des TPE. Beaucoup plus le tissu des PME, des TPE. Donc si on n'a pas une mobilisation collective, c'est ce qu'on essaye de faire avec les centrales syndicales, c'est ce que vous l'avez dit par rapport à l'étude que l'on a faite ensemble il y a quelques années. En ce moment, on est en train de travailler avec les différentes centrales syndicales, dont la CFDT, la CGT au niveau national, pour déployer au niveau local une plateforme qui s'appelle 3928. On vous a mis d'ailleurs des flyers. Cette plateforme 3928 est spécialement dédiée aux personnes victimes de discrimination. Vous faites le 3928, c'est un numéro d'appel à 4 chiffres, vous faites antidiscrimination.fr, vous pouvez chatter avec une équipe de 7 juristes chez le défenseur des droits spécialisés en droit de la non-discrimination qui vont être là justement pour vous conseiller. On est en train de faire en sorte de pouvoir la déployer au plus proche avec les centrales syndicales,
Et on est en train de travailler là-dessus pour faire en sorte qu'il y ait de l'accès au droit. Donc on se rend compte effectivement, même si je considère quand même qu'en matière de lutte contre les discriminations de manière générale, c'est quand même les syndicalistes qui ont porté le débat en France depuis les années 2000. C'est par la discrimination syndicale qu'on a réussi finalement à construire un droit de la non-discrimination. Donc on a été, en tout cas les syndicalistes ont été visionnaires là-dessus, mais ça continue encore. Donc on peut toujours parler de dialogue social à enrichir, hein. On a des lois sur le dialogue social, même si à côté on fout des ordonnances effectivement qui détricotent un petit peu le truc. Mais si on veut avoir une paix sociale, si on veut avoir aussi donc un dialogue social, peut-être pas à l'allemande, mais un dialogue social digne de son nom, il va falloir à un moment donné respecter les IRP, respecter les instances représentatives du personnel. Merci. Jean-Philippe, vous, en tant que médecin du travail, on a bien compris qu'on a très peu de syndicalistes qui viennent vous voir, et de ce que vous dites, Monsieur Laoufi ou Fabien, on voit bien que les discriminations syndicales ne sont pas affichées, qu'elles sont souvent larvées par des phrases quelquefois assassines de collègues, d'employeurs, et que c'est compliqué à gérer. Et comme vous l'avez bien dit, Monsieur Laoufi, je vous remercie de cette intervention, c'est que on est assis, je vais parler un peu vulgairement, mais souvent le cul entre deux chaises, parce qu'on défend les salariés et soi-même on est victime, et quand on est soi-même victime en tant que militant, on ne sait pas comment faire. On n'est pas armé. Mais aussi, Jean-Philippe, par rapport à vous en tant que médecin du travail, quelle garantie de confidentialité vous pouvez accorder à un syndicaliste qui vous contacte? Sincèrement, c'est une question qui est d'actualité. Elle est de 100% de confidentialité. En fait, on a prêté serment, comme tous les médecins, de détenir un secret qui est partagé avec les personnes qu'on a en face de nous. Donc, ils nous livrent les informations qu'ils veulent bien nous livrer, et on est détenteurs de ce secret. En vérité, à part quelques exceptions, on est tous construits normalement de telle sorte que le patient suivant nous fait oublier le patient précédent. Donc ce secret, il peut pas être trahi parce que il devient complètement porté par aucune matérialité. Normalement, donc, il n'y a pas de transfert. Enfin, on ne trahit pas un secret, quoi. C'est comme ça. Je pense que moi, ça me choque, hein, clairement. Et alors, pourquoi c'est d'actualité? C'est parce que dans le cadre de l'informatisation des dossiers, de façon générale, et aussi du partage, hein, donc avec le dossier médical partagé, l'accès des médecins du travail pourrait être accordé sur une partie du dossier médical partagé. Moi, je pense qu'il pourrait être accordé sur la totalité du dossier médical partagé, mais je travaille en service interentreprise et je jouis donc d'une indépendance professionnelle, comme tout professionnel de santé. Je peux être mis devant une situation, de dépendance avec mon employeur, mais uniquement sur mon organisation de travail, évidemment jamais sur ma façon de travailler. Et je ne pense pas que mon employeur irait s'immiscer dans ma façon de travailler. Là. Normalement, pour tout vous dire, des fois, ça pourrait arriver qu'un employeur tente d'intervenir auprès de mon employeur pour modifier ma façon de travailler. Là, je parle en tant que représentant du personnel. J'ai été représentant du personnel et c'est vrai que de temps en temps on détient des informations mais qui du coup ne sont pas dans la confidentialité et sortent du cadre. Il y a une espèce d'interférence entre les employeurs, mon employeur, entre ce qu'on détient en tant que délégué du personnel et ce qu'on détient en tant que médecin du travail, en tant que médecin de façon générale. C'est à nous de mettre la limite. Mais je pense sincèrement, vous pouvez le dire, c'est dans la nature des médecins. Alors, peut-être qu'il y a eu des mauvaises expériences, mais en tous les cas, dans ma nature, moi, de médecin, j'ai déjà quitté plusieurs fois mon entreprise,
parce qu'on a voulu s'immiscer dans ma façon de travailler. Voilà, c'est ma dignité. Mais c'est pas que ma dignité, j'ai prêté serment pour ça. Et je serai toujours solidement accroché au serment que j'ai prêté. Donc il n'y a pas de transfert d'informations. Alors, en pratique, quand un salarié vient nous voir, qu'il soit délégué du personnel, délégué syndical, un simple salarié qui a une problématique de harcèlement, discrimination, surmenage, il vient nous voir parce qu'il pense qu'on peut l'aider à régler une situation. Donc il faut essayer d'avoir quelques informations pour au mieux l'appréhender. On va lui dire, parmi ceux qu'on a comme proposition à lui faire, que l'une d'elles, c'est d'avoir un entretien avec son employeur. Donc dans ce cadre-là, il va nous donner un peu d'informations qui vont sortir de la confidentialité. Et il faut qu'on soit bien clair là-dessus, c'est que les quelques informations qu'il va nous donner, et il ne faut pas qu'il nous en donne trop, vont sortir de la confidentialité. Et l'employeur en face, il va chercher à nous faire comprendre que c'est pas de sa faute, que c'est pas lié à l'entreprise, que c'est lié à la situation personnelle du salarié qui a une vie qui fait qu'il est surmené, qui peut-être s'il est délégué du personnel, eh bien s'illustre trop dans les affaires privées des autres membres du personnel, etc., etc. De toute façon, c'est jamais la faute de l'employeur. Et nous, on essayera, si on veut sauver la situation, d'apaiser les choses et d'essayer de faire en sorte que l'employeur accepte de comprendre que ce sont des missions déléguées du personnel, comme médecin du travail, où on va détenir de l'information. Et que cette information, il faut essayer d'utiliser de façon à bon escient, de façon assez filtrée, pour pas trahir la confiance. C'est un vrai problème, la trahison de la confiance. Mais quand on intervient auprès d'un employeur, il faut faire attention à ce qu'on est capable, à ce qu'on a le droit de dire, à ce qu'on n'a pas le droit de dire. Et j'avoue que c'est une problématique permanente. Donc, merci de... En tous les cas, le message à passer, c'est que normalement, on est détenteur d'un secret, qu'on garde ce secret, et que si on veut nous faire intervenir auprès d'un employeur, il faut vraiment nous dire sur quoi on doit intervenir. Voilà. Moi, c'est comme ça que je pratique et je demande vraiment aux gens de me dire sur quoi ils veulent que j'intervienne. Merci Jean-Philippe. J'avais bien conscience que cette question était un petit peu provocatrice sur la notion de confidentialité, mais je pense que le fait que tu aies en plus un petit peu après expliqué le rôle du médecin du travail était importante, parce que oui, on confie quelquefois au médecin du travail, ne serait-ce que pour avoir un nouveau poste au sein d'une entreprise ou d'une administration, et que le rôle du médecin du travail est quand même très important. Et tu l'as dit, certains employeurs, quand on ne coûte pas, etc. Mais je pense que redéfinir le rôle du médecin du travail était pour moi essentiel. Voilà. Merci. Revenons à la place du militant dans le collectif du travail et certaines discriminations syndicales. À votre avis, ne sont-elles pas liées à l'environnement du militant, sa place dans la section syndicale, en tant qu'élu, etc. Fabien, est-ce que tu peux... C'est une question compliquée. Ouais. En fait, la place du militant, et ça rejoint un peu la question précédente. On sait bien qu'on est victime quelquefois de discrimination syndicale en tant qu'élu, mais aussi au sein de sa section syndicale, où il n'y a pas toujours un compromis, etc. Et puis, je l'ai dit tout à l'heure, avec les autres OS, et tout à l'heure, tu parlais de dialogue social au sein des entreprises ou au sein des administrations. C'est la valeur du dialogue social au sein des administrations. Donc, j'aimerais que tu reviennes un petit peu sur cette notion de dialogue social. Je vais reprendre, enfin je vais faire un ajout par rapport à tout à l'heure concernant la qualité du dialogue social, et parce que ça va illustrer la volonté ou la non-volonté qu'ont les employeurs d'avoir du dialogue social dans leur entreprise. Avec un cas très très récent qui concerne les élections CSE en cours. Il y avait une interprétation des ordonnances de 2017 sur les documents CERFA pour les entreprises de 11 à 20, qui disait que jusque-là, dès lors qu'il n'y avait pas de candidat pour les entreprises de 11 à 20, l'employeur n'était pas obligé de lancer une procédure de protocole d'accord préélectoral. La CFDT, ça fait des mois et peut-être même en années qu'on se bat là-dessus, et on a eu gain de cause avec un nouveau document CERFA
qui aujourd'hui oblige, quoi qu'il arrive, y compris s'il n'y a pas de candidat, à ouvrir la procédure pour les élections. Ça veut dire, et vous le savez tous, inviter les organisations syndicales à négocier. Et là, quand on est en négociation interpro, alors on va parler des petites entreprises, hein, l'USEP, la CPME, font toute l'apologie du dialogue social, mais là on se rend compte que d'un seul coup, elles font l'apologie du dialogue social tout pendant que ça reste à Paris, mais ça doit s'arrêter à la porte de l'entreprise. Parce qu'ils sont tous... Mais alors il y a eu une levée de bouclier contre ce document CERFA. Je vous rassure, ils ont perdu la partie, on a vu avec la TGT, c'est mort pour eux. Mais c'est juste pour illustrer. C'est-à-dire que le dialogue social et les discussions avec les syndicats, ça ne va que si ça passe pas la porte de l'entreprise. Et c'est assez révélateur, quoi. Et ça vient illustrer, en tout cas... alors après, ça pose des questions de démocratie directe dans une entreprise, où à mon avis, on peut avoir des cas de discrimination encore pire, si jamais c'est comme ça que ça se met en place. Après, sur ton autre question, c'était entre les militants... c'est difficile de répondre à cette question. Enfin, il y a autant de cas qu'il y a de... Effectivement, alors on le sait tous, hein, dans des sections, entre élus, il y a des sections, parfois des situations plus conflictuelles que d'autres, qui ne sont pas forcément des cas de discrimination syndicale, qui sont plus des cas de relations interpersonnelles. Donc non, mais c'est pas facile de répondre à cette question, parce que il y a autant de cas qui... Merci Fabien. Ce sont pas des questions simples. Monsieur Laoufi, en termes pareil de dialogue social au sein des entreprises et des administrations, voilà, en termes de militants, est-ce que vous pouvez nous ajouter des notions de dialogue social? Oui, juste pour compléter ce qui vient d'être dit, vous savez, le Code du travail, finalement, il appréhende la discrimination syndicale. Peu importe que le salarié soit délégué syndical ou pas. À partir du moment où il mène une action revendicative, il y a la liste dans l'article 2411-1 du Code du travail, à partir du moment où il mène une action revendicative, il doit être protégé de discrimination, et on appréhende ça dans le cadre de discrimination syndicale. Où c'est pervers, effectivement, et ça a été jugé d'ailleurs, hein, il y a de la jurisprudence de la Cour de cassation, je pourrais vous en donner là-dessus. C'est où vous avez un syndicat maison qui est favorisé par l'employeur, où vous avez un employeur qui va essayer de semer la zizanie dans une même section, entre ceux qui sont permanents et ceux qui ne le sont pas. Donc, on est toujours à la main de l'employeur. Et quand on parlait de syndicats maison par rapport à d'autres syndicats, vous avez tout à fait raison, les actions de formation commune, etc., il faut les développer. Il faut que les syndicats parlent et soient dans la même ligne, dans la même direction. Après, il peut y avoir des divergences, c'est sûr, mais là, on est sur un autre plan. Donc, il faut essayer de surmonter justement les divisions qui peuvent survenir, non pas par le fait des divisions de pensée entre syndicalistes, mais des divisions qui sont organisées par l'employeur. Donc, il faut essayer justement de lever tout cela. Et donc, j'ai oublié votre question. Je crois que je vais pas la reposer parce que visiblement... Non, mais juste aussi, parce que tout à l'heure on parlait du secret, de la confidentialité. Je voudrais juste, mais on en reparlera sur la prochaine table ronde concernant la preuve, juste préciser que les personnes qui saisissent le défenseur Europe, si vous saisissez le défenseur Europe pour une situation de discrimination, hein, que ce soit en matière syndicale ou autre, nous garantissons bien évidemment la confidentialité, c'est marqué dans la loi organique, et puis la personne qui saisit, ça aussi c'est marqué dans la loi organique, est protégée des mesures de représailles. Il y a une protection contre les mesures de représailles du fait d'avoir saisi le défenseur de droit. Par contre, où c'est un petit peu plus difficile pour nous, c'est que nous allons nous adresser à un employeur, et bien évidemment, pour pouvoir enquêter, on va donner le nom. On va donner le nom de l'employeur, de la personne qui nous a saisi, et même s'il y a une protection,
contre les mesures de représailles. Comme toute protection, ça reste un petit peu théorique, mais voilà, c'est quand même risqué. Très bien, tu voulais ajouter? C'est sûr que la liberté de parole ne se décrète pas et que c'est ce qui est le garant de l'engagement syndical et de la responsabilité qu'on peut avoir dans le dialogue social. Non, je vais répondre à... ça y est, je vois sous quel angle je peux répondre à ta question, notamment à l'interne d'une section. On a parlé de deux types de discrimination syndicale, la discrimination répressive et la discrimination plus insidieuse sur les parcours, sur les salaires. Et il y a une troisième manière de discriminer l'employeur, c'est de donner une promotion à la personne qui, c'est un peu ce que vous disiez, ça m'a fait, et qui divise ensuite en interne et qui peut provoquer un rejet du délégué syndical par les salariés de l'entreprise. Et alors là, pour le coup, c'est le plus insidieux de tout. Et on est très embêté face à ces situations. Parce que d'un autre côté, on revendique à juste titre qu'on veut la valorisation des parcours syndicaux. Et ça, je pense que c'est la situation la plus difficile. Finalement, cette question, elle a été bien comprise, et c'était tout à fait ça. Mais c'était très vague et je voulais que vous entriez justement dans le vif du sujet. Merci à vous. Est-ce que vous avez d'autres interventions concernant ce sujet de la discrimination syndicale? Est-ce que vous voulez éventuellement qu'on commence le débat avec la salle? Jean-Philippe? Non? Voilà. Monsieur Laoufi. Je propose qu'on entame le débat avec la salle, parce que je pense qu'il va y avoir de nombreuses questions. Et je vous remercie en tout cas de vous. Bonjour tout le monde, Luc Sauvage de l'Interpro de la région havraise. Merci aux organisateurs qui se tapent un événement comme ça à monter, c'est un boulot de dingue, merci à eux. Merci à vous aussi d'être là, parce que aussi nombreux, ça montre bien ce que la CFDT cherche et ça fait plaisir. Merci aux gens qui viennent d'animer, de nous passer pas mal d'informations, d'éclaircissements assez stimulants, moi je trouve, et merci à toi Michel d'avoir animé ce débat-là. Je voulais juste faire une toute petite remarque sur un point de détail sur la méthode. On a décidé aujourd'hui, et Thierry a essayé de le cadrer, de s'intéresser à la discrimination en ne tombant pas dans les pièges de cas particuliers ou en choisissant par exemple de travailler plutôt sur des affaires conclues, stabilisées, que sur des affaires en cours. Ça me paraît, bon voilà, il y a sûrement des raisons très pragmatiques pour décider de faire ça, parce que comme je le dis, c'est un gros truc à organiser et on ne peut pas trop se compliquer la tâche. Maintenant quand même, au moment où moi j'affiche à l'Union Interpro des affiches sur la discrimination syndicale comme celle qu'on a mis pour ce colloque, j'ai à côté de moi, par exemple, une déléguée syndicale qui, elle, est victime de discrimination syndicale constatée par l'inspection du travail, mais qui n'a aucune nouvelle de son syndicat. Alors je voulais juste vous demander 3 minutes, c'est pas long sur la journée, 3 minutes, pour donner la parole aux syndicalistes qui l'accompagnent à l'Interpro du Havre, pour qu'ils vous racontent vite fait l'histoire. Et ensuite, bon voilà, c'est ce que je vais demander à faire à Jean-Marie. Merci, Jean-Marie Chappé de l'UIP du Havre, syndicat UTR 76. Voilà, pour faire suite aux propos de Luc, la discrimination, la répression syndicale nous interpelle toutes et tous, adhérents, adhérentes, militantes, CFDT dans l'exercice de nos fonctions et mandats syndicaux. Au début de l'histoire, Agnès, qui est à côté de moi, travaille à temps partiel comme agent d'entretien depuis 2014 à la NDN. C'est une entreprise de nettoyage implantée au Havre. Cette PME s'est développée pour atteindre un effectif d'environ 350 salariés, dont 75% de femmes. Dans un premier temps, Agnès adhère au syndicat des services de Haute-Normandie en octobre 2019 et décide de s'engager aussitôt dans les élections professionnelles du CSE. Elle est élue et devient même secrétaire du CSE en janvier 2020. En janvier 2021, le syndicat annonce dénoncer un accord d'annualisation du temps de travail et désigne Agnès comme déléguée syndicale
au mois de mai 2021. Dans un deuxième temps, face à une direction furieuse, Agnès doit subir en mars 2022 de fausses accusations de harcèlement moral comme prétexte à son licenciement disciplinaire. En même temps, le syndicat met en place la téléprocédure de dénonciation de l'accord, mais en novembre 2022, à l'issue de sa procédure, l'employeur transmet la demande d'autorisation de licenciement d'Agnès auprès de l'inspection du travail. Après enquête, l'inspection du travail émet un premier refus en janvier 2023. L'employeur initie alors en février 2023 une mutation disciplinaire contre Agnès qui la refuse. L'employeur lance contre elle une nouvelle procédure de licenciement. Agnès sollicite l'aide d'une avocate du réseau AVEC et constitue un dossier contre l'employeur pour fait de discrimination syndicale et de harcèlement. Finalement, en mai 2023, suite à sa convocation pour un entretien préalable, un rassemblement de soutien est organisé le jour même devant l'entreprise. Mais l'information n'est pas relayée par le syndicat et ses membres n'y sont pas présents. Au mois de juin, un tract qui fait état des avancées obtenues par la CFDT à la NDN est distribué auprès des salariés de l'entreprise. Ce tract fait état de la préparation des élections professionnelles prévues en décembre 2023, ce que désapprouve le syndicat. Depuis juillet, Agnès constate désormais une absence de réponse à ses sollicitations auprès du syndicat, que ce soit par mail, texto ou appel téléphonique. Le mois suivant, elle est informée par l'inspection du travail que la deuxième demande de licenciement est aussi refusée. Dans sa réponse, l'inspecteur pointe des éléments de discrimination syndicale et signale un délit d'entrave. Mais sans aucune nouvelle ni soutien du syndicat, Agnès ne peut assurer une procédure de délit d'entrave pour non-remise des lieux de travail des salariés par l'employeur et pour discrimination syndicale. Alors elle adresse le mois dernier par mail une requête au conseil du syndicat en exposant la nécessité d'une action judiciaire du syndicat. J'ai presque fini. Contre l'employeur en vue d'obtenir le respect des droits collectifs et des libertés syndicales. À ce jour, elle n'a toujours reçu aucune réponse. La question est celle-là. De quel recours dispose Agnès et sa section syndicale pour s'assurer que le syndicat soutienne leurs actions? Pour terminer, pour celles et ceux qui souhaitent en savoir plus que ce bref exposé, nous les invitons à apporter leurs encouragements auprès d'Agnès et la section syndicale présente ici à la sortie du colloque. Il leur sera remis un complément d'information exclusivement aux adhérents et aux militants CFDT. Merci, excusez-moi d'avoir été un peu long, c'est un sujet important. Merci Jean-Marie, merci Luc et merci Agnès. Je connais Agnès pour la rencontrer régulièrement sur le Havre et je salue une fois de plus ton courage. Je n'ai pas de réponse, je ne sais pas si on peut en apporter une aujourd'hui. En tout cas, nous en parlerons ensemble si vous le voulez bien. Juste quand même, en tant que secrétaire général de l'Union régionale Interpro, n'oubliez pas Yuri. Je m'explique, dans le cadre notamment d'un mouvement devant ton entreprise, on aurait pu solliciter aussi des permanents de Yuri, on aurait pu solliciter aussi d'autres syndicats, le syndicat des services Haute-Normandie, voilà, je ferme la parenthèse. Ça va trop vite, on n'a pas le temps, ça va trop vite. Voilà, enfin, Luc, nous aussi, on vit à 100 à l'heure, mais on l'a déjà fait pour les métaux sur ACPP dans la Manche. Et ils étaient 300 devant le tribunal de commerce. Donc je veux dire, on a un rôle à jouer aussi en tant que valeur CFDT Interpro. Mais en tout cas, on en reparlera, j'en reparlerai avec vous, à moins que vous ayez une réponse, M. Laoufi. Je ne vais pas rentrer dans la cuisine interne des syndicats, hein, c'est pas mon rôle, mais c'est typiquement aussi, malheureusement, mais typiquement le genre de situation
dont peut connaître le défenseur des droits. Donc n'hésitez pas aussi à saisir le défenseur des droits, parce que en plus, mais ça j'en parlerai dans la prochaine table ronde, mais on a une convention avec le ministère du Travail qui nous permet de collaborer avec les inspecteurs du travail et de pouvoir avoir communication de leurs rapports, leurs enquêtes, etc. Donc n'hésitez pas, la saisine est gratuite, etc. Voilà. J'ai 2 délégués d'ailleurs du défenseur au Havre, ou sinon vous allez directement sur le site internet du défenseur. Je peux parler de toute façon, le micro il est sous la table. Merci. Bonjour à tous. Je voulais moi simplement intervenir pour faire part d'une pratique Pardon ? Ah oui, Gilbert Poutas, je suis du bureau régional. Excusez-moi, je vais me lever pour qu'on me voit, voilà. Vous n'y gagnez rien, je vous assure, mais... Bon, je voulais simplement intervenir sur une pratique que j'ai eue et que j'ai connue, que je pense pourrait peut-être être intéressante d'être reprise, si elle ne l'est, qu'elle l'est sûrement à différents endroits, pendant plusieurs années quand j'ai eu des responsabilités syndicales. À savoir, une des manières simples que j'avais de repérer les capacités du dialogue social, c'était quand on rencontrait une direction, de leur demander où est-ce qu'elle comptabilisait les heures de délégation et de réunion avec la direction. Parce que dans la plupart des entreprises, quand j'arrivais, c'était resté dans le service. Ça veut dire que dans le service, l'agent de maîtrise, le responsable, le chef de service, il avait forcément des capacités d'agir qui étaient inférieures à celles qu'on lui annonçait sur son... Et donc, il avait tendance lui-même à organiser la discrimination en disant « je ne veux pas de représentant du personnel dans mon service parce que je ne peux pas assumer les objectifs qu'on me donne » et à dire aux collègues de travail « bah, dis donc, c'est quand même vous qui faites le boulot pour l'autre. Hein. » Voilà. Donc, lorsqu'il y a une négociation comme maintenant sur les CSE, ça me paraît intéressant d'aborder ce point-là en disant les heures de délégation doivent être comptabilisées au niveau de l'établissement, voire au niveau du groupe, si quand il y a des réunions de groupe, c'est-à-dire ça doit être pris au niveau des ressources du personnel, mais en aucun cas être laissé dans le service, parce que là on voit bien comment très rapidement on va justifier d'une discrimination pour quelqu'un qui travaille moins que les autres. Voilà. J'ai constaté que lorsque j'abordais ça avec des directions, y compris dans des grands groupes qui pourraient surprendre à l'époque, elles ne le pratiquaient pas non plus, hein, je vous dis tout de suite. J'ai eu ces échanges-là avec, par exemple, Michel Braderie et Lara Giraudeau, qui très vite a rétabli. Bon. Mais moi, j'ai constaté que ceux qui affichaient vouloir du dialogue social, le reconnaître et autres, on les mettait assez vite en contradiction et qu'elles faisaient cet effort. Par contre, j'en ai connu plusieurs aussi qui disaient c'est la gestion de notre entreprise ne me regarde pas. Voilà. Et là, on voyait bien que le dialogue social serait d'une toute autre nature. C'est tout ce que je voulais dire. Hein. Je pense que c'est une pratique qui vaudra la peine d'être prise. Ça clarifie assez vite les choses et ça permet d'améliorer aussi dans des entreprises des relations quand une direction souhaite quand même qu'il y ait du dialogue social. Monsieur, une réponse, sachant que tout ce que vient de dire Gilbert, de ce que j'entends, c'est pas la notion, et vous l'avez dit à diverses reprises, la notion de discrimination syndicale ne vient pas forcément de l'employeur. Ça peut venir aussi des personnes avec qui on travaille, les agents. Donc c'est dans ce sens-là que je réagis par rapport à la question de Gilbert. Et vous l'avez abordé tous les deux, la notion de charge de travail. C'est-à-dire quand on a des heures de délégation, on sait bien que quand on revient après une journée, on va retrouver sur son bureau le tas ou dans son entreprise, et vous l'avez abordé, mais voilà, je pense que ça ne vient pas que de la direction. Non, ça me fait penser que j'ai retrouvé la question que vous m'avez posée sur le dialogue social, mais voilà, c'est un exemple type. Le dialogue social, c'est ça aussi, hein, c'est de savoir comment on peut exercer effectivement l'activité syndicale dans l'entreprise. Et ça, c'est de la pratique, c'est de l'organisation de l'employeur. Mais vous avez dit une chose qui est très intéressante, c'est que souvent on se heurte au fait, c'est moi qui dirige, il n'y a rien à voir. Voilà, j'ai le pouvoir de direction, je suis l'employeur, donc subissez. Je veux dire, ceux qui disent qu'ils sont pour le dialogue social, qui disent qu'il faut l'améliorer, il faut l'impulser, etc. Je vais vous donner juste un exemple, parce que vous allez peut-être en parler cet après-midi sur les voies de recours. J'ai représenté le défenseur des droits dans un groupe de dialogue en 2016,
qui regroupait toutes les organisations syndicales, les associations et puis aussi les partenaires sociaux, le MEDEF, CGPME, etc. etc. Et l'objet, c'était quoi? C'était l'action de groupe. L'action de groupe. Et bien le MEDEF a fait la politique de la chaise vide en disant on n'en veut pas. Voilà, on n'en veut pas et finalement ils ont, parce qu'on pourra en parler de cette action de groupe, ils ont œuvré en sous-marin pour faire en sorte que l'action de groupe telle qu'on la connaît, puisqu'il n'y en a eu que 2 ou 3 je crois, la dernière c'est CGT contre Safran qui s'est planté, c'est une action de groupe où franchement c'est pas du tout une action en responsabilité, c'est une action en cessation de manquement, où les syndicalistes, les syndicats doivent aller devant le tribunal judiciaire et non pas devant le tribunal naturel du travail qui est le Conseil de prud'homme, etc., etc., et faire reconnaître un manquement avant de reprendre une autre procédure pour être indemnisé des préjudices. Quand on veut parler de progrès social ou de dialogue social, encore faut-il s'en donner les moyens. Je crois que l'État a une forte responsabilité là-dedans aussi pour faire respecter quand même la parole donnée. Vous voyez, l'ANI de 2006 concernant la lutte contre les discriminations n'a jamais été remis à l'agenda social. Jamais. Il porte sur la lutte contre les discriminations. Nous sommes en 2023, depuis 2006. On n'a pas remis cette question à l'agenda social. Donc après, on peut parler de progrès social et de paix sociale dans une entreprise. Oui, Gilbert, le cas que tu évoques, c'est malheureusement un cas d'école, enfin, qu'on retrouve partout, enfin partout, trop souvent en tout cas. Ça pose un problème au départ déjà de la répartition de la charge de travail quand on était. Est-ce qu'il n'y a pas des choses qu'on peut négocier aussi dans les PAP? Ça se cadre dans les PAP, mais quand face à un employeur qui est réticent, et on voit notamment sur le 2e cycle des élections CSE avec les effets des ordonnances, les PAP sont encore moins bons que lors du 1er cycle. Je rappelle simplement que lors du 1er cycle, on a vu déjà beaucoup baisser les moyens et la volonté de faire, mais il y avait quand même les entreprises qui avaient un bon dialogue social, qui avaient joué le jeu. Aujourd'hui, tout le monde est décomplexé. Et donc ça en fait partie, c'est-à-dire que la répartition de la charge de travail, l'organisation d'un service en fonction de la présence d'élus, c'est là qu'il faudrait que ça se négocie. Donc derrière, il y a une histoire de loyauté du dialogue social. La loyauté du dialogue social, c'est quelque chose qui est central. Et puis, la technique de faire peser ça sur les managers de proximité, ils sont souvent en souffrance, les managers de proximité. Il ne faut pas le perdre de vue. Je pense qu'il ne faut pas les stigmatiser dans un truc comme ça. Même si, bien sûr, le premier réflexe, ce serait ça. Mais c'est encore un jeu sournois qui est joué beaucoup plus haut. Donc on est dans une mécanique extrêmement complexe, mais on en revient toujours à la même chose. Et en fait, c'est directement lié. C'est comment faire pour avoir un dialogue social de qualité avec une volonté des acteurs de faire. C'est ça la question. Et alors après, on enfonce des portes ouvertes quand on dit ça, mais la théorie, c'est ça. Quelqu'un a une question ? Oui, bonjour, Hervé Lécuyer, je suis attaché au syndicat syndicat des services agro-agri 76 et je suis délégué syndical au Crédit Agricole Normandie-Seine. Ma question s'adresse plutôt donc aux représentants du défenseur des droits. Je voulais savoir, parce que Crédit Agricole étant aujourd'hui l'un des plus gros employeurs et un des plus gros contribuables en France, c'est une entreprise qui bénéficie de beaucoup de réseaux et d'une certaine influence sur un certain nombre acteurs de l'État ou acteurs privés. Je pense à la DRETS, je pense à la MSA qui est la médecine du travail. On ne sera pas de l'idée qu'on n'est pas dans un monde idéal et qu'il y a des influences. Et nous avons une responsable syndicale qui a été victime l'année dernière d'une certaine forme de discrimination allant jusqu'à un blâme dans le cadre de ses activités syndicales. Donc évidemment, il y a une guerre forcément dans les relations sociales.
Et sans rentrer dans le détail du dossier, ça va aller jusqu'en justice. Pour autant, c'est vrai que moi j'ai évoqué l'intervention du défenseur des droits à un moment donné, ce qui n'a pas été le choix de notre représentante syndicale. Est-ce que aujourd'hui un tiers peut saisir le défenseur pour une discrimination dont il n'est pas lui-même la victime? Ce tiers, est-ce qu'il est forcément une personne physique ou est-ce que finalement le syndicat, en tant que personne morale, peut aussi saisir le défenseur? Et est-ce qu'aujourd'hui le défenseur peut nous garantir justement de sa totale indépendance, contrairement à l'adresse ou à la NSA, où moi en tout cas ma confiance est assez limitée envers ces acteurs-là. Je les saisis si nécessaire, mais avec toujours un petit peu de réticence. Merci pour votre question. Alors, niveau procédure, effectivement, un tiers peut saisir le défenseur des droits au nom d'une personne, mais avec son accord. Il faut l'accord de la personne. Donc, une personne morale, une association ou un syndicat donc, peut saisir le défenseur des droits pour une de ses militantes ou un de ses militants, mais avec son accord. La seule différence après avec un avocat, c'est que l'avocat, lui, peut nous saisir, mais il agit dans l'intérêt de son client. Donc on n'a pas besoin de demander son accord. Et ça, c'est sur la procédure. Sur le statut du défenseur des droits, nous sommes une autorité institutionnelle, enfin une autorité de rang constitutionnel, puisque nous sommes inscrits dans la Constitution à l'article 71-1, et nous sommes complètement indépendants. Nous sommes complètement indépendants, et on nous le reproche d'ailleurs sur certaines prises de position. Là, je me tourne en direction de la déontologie de la sécurité, des forces de sécurité. On va voir ce que va donner l'action de groupe sur les contrôles discriminatoires, mais on est complètement indépendant. On est complètement indépendant, on peut subir des pressions. Sous la halte, c'était la même chose, on subissait des pressions, mais en tout cas, rien ne nous empêche de prendre, enfin, c'est notre rôle de prendre des positions qui peuvent peut-être aussi ou ne pas être conforme à certaines positions de personnes. Je vais vous donner un exemple et qui met en cause la BNP Paribas. Alors à l'époque, c'était pas le défenseur des droits, c'était sous la HALD. J'étais à la HALD. On avait un dossier de discrimination. C'était pas une discrimination syndicale, c'était une discrimination en raison du sexe et notamment des congés maternité, à l'encontre d'une tradeuse de BNP Paribas qui a eu 5 enfants et au fur et à mesure elle prenait des congés parentaux, et ce qui fait qu'elle n'a pas eu une évolution de carrière normale comme elle aurait pu l'avoir. C'est parti devant les juridictions. On a présenté des observations devant les juridictions. Devant la cour d'appel de Paris, la BNP Paribas a été condamnée à 650 000 € de dommages et intérêts. Eh bien, le président de la HALD de l'époque, vous savez qui c'était Louis Schweitzer, donc ancien capitaine d'industrie, et il siégeait au conseil d'administration de BNP Paribas. Il a refusé de siéger au conseil d'administration de BNP Paribas pour démontrer qu'il était indépendant. Et par contre, il s'est fait engueuler par Michel Pébreau, qui était le PDG de BNP Paribas. Donc, on est complètement indépendant, on est complètement autonome. Par contre, tout à l'heure, j'en parlerai, parce que sur la preuve, c'est un long travail. C'est un long travail. On nous reproche souvent que pour une discrimination syndicale, on ne rend pas assez rapidement des décisions, etc. Je ne vais pas vous décourager, mais en tout cas sur une évolution de carrière d'un sympathisant ou un délégué syndical sur 20 ans ou 25 ans, parce que j'expliquerai tout à l'heure le principe de la méthode Claire, c'est au moins 2 ans d'instruction. C'est 2 ans d'instruction devant le défenseur des droits. Mais voilà, on est sur un principe de contradictoire. Donc on ne peut pas sortir du jour au lendemain une décision. Mais en tout cas, pour répondre à votre question, je vous garantis l'indépendance du défenseur des droits. Cette indépendance d'ailleurs, elle résulte du fait que la personne qui incarne le défenseur des droits, donc à l'heure actuelle Claire Hédon, est nommée pour 6 ans et a un mandat qui n'est pas révocable et qui n'est pas renouvelable. Donc c'est un gage de notre indépendance.
Céline Blondiot, donc je suis membre du BRI et je suis du syndicat Santé Sociaux 76 Rouen, Diapel-Boeuf. Petite question, quand un inspecteur du travail fait de la discrimination envers un syndicat, nous, notre syndicat, nous avons été victimes de discrimination de la part, je dis bien d'un inspecteur du travail et pas de l'inspection du travail en général. C'était vraiment personne dépendante qui voulait, pour parler franco, se faire notre syndicat et se faire la CFDT au travers d'un militant de notre syndicat. C'est très compliqué. Quel levier on peut agir? Alors nous, on a mis ça dans les mains de notre avocat du syndicat. De toute façon, c'est toujours en cours. Mais c'est très compliqué. C'est très compliqué. Et quel levier on n'a peut-être pas levé, alors qu'on aurait peut-être pu lever d'autres leviers. Monsieur? C'est assez compliqué parce que l'inspecteur du travail, il est indépendant. Il a un statut qui est quand même assez particulier, qui est reconnu par une convention de l'OIT, je crois. Mais je pense que d'abord, il y a les voies hiérarchiques. Il y a la direction du travail, il y a le directeur du travail, peut-être. Mais après, il faut avoir des billes. Je pense qu'il faut aussi avoir des billes. Je ne sais pas, je ne connais pas le dossier, mais... Désolée, j'invente. Je suis Michèle Laillou-Bouliou, la directrice régionale de l'économie, du travail et des solidarités. Un inspecteur du travail, il est fonctionnaire. Il a une hiérarchie. Sa hiérarchie, c'est son directeur départemental, c'est le directeur régional et après c'est le DGT. Il n'est pas soumis au préfet. C'est une ligne hiérarchique directe. Donc il est un fonctionnaire. Il a un code de déontologie. Et son code de déontologie, c'est la neutralité. Et si un inspecteur du travail ne respecte pas le principe de neutralité, vous devez saisir la hiérarchie de l'inspecteur du travail. Et c'est à nous de régler le problème. Mais en aucun cas, un inspecteur du travail n'a pas le droit de prendre parti pour l'un ou l'autre des organisations syndicales. Il doit respecter le code du travail, quelle que soit la personne qui le saisit et la personne qui est concernée. Donc, vous pouvez avoir mes coordonnées, me saisir si ça devait arriver, ce n'est pas tolérable. Merci Madame Laillou-Bouliou pour cette réponse en direct. Merci. Bonjour, Loïc Lebéchec, les routiers de Normandie. Là, j'entends parler dans toute la salle de tous les recours qu'on a par rapport à la discrimination. Mais moi, aujourd'hui, je me pose une question. Parce que tous les recours, moi, personnellement, et dans mon entreprise, on les a levés. On a des jugements en prud'homme, en appel. Et si j'étais, moi, mon cas personnel, j'ai des jugements, mais je suis toujours discriminé. L'inspection du travail ne peut plus rien faire, à relever des lignes d'entrave, il y a des correctionnés pour mon patron, et ça avance pas. Heureusement qu'on est à la tête du syndicat, je suis président du syndicat, j'ai pu faire jouer la CNAS pour être défendu. Sinon, on fait comment? On a des jugements, je suis content, j'ai eu un jugement, j'ai eu l'indemnité. Aujourd'hui, je fais quoi? Je prenne une rupture, faut que je parte. Quel est mon choix aujourd'hui? Je continue la discrimination, je reste comme ça, ou j'essaye de faire avancer pour les autres employés de mon entreprise, pour montrer qu'on a toujours en élection. Vous pensez que tous mes copains qui sont avec moi élus, qui se disent on va être discriminés, on va vous suivre, ou on va se représenter au nouveau les jeunes, on fait comment pour le syndicalisme? Parce que personne n'entend parler, personne ne nous dit rien. Je voudrais savoir, après avoir tous les recours, des jugements, d'autres jugements, donc dans 2 ans je vais en faire un autre parce que je suis encore discriminé, je vais reprendre encore un peu d'argent, et je fais quoi? Depuis l'argent ne fait pas arrêter la discrimination. Est-ce que l'un d'entre vous, très bien, peut-être, c'est pas une question simple, mais pour autant, voilà, je pense que peut-être Fabien sur justement la valeur de la formation, du groupe, du collectif, s'appuyer. Il a été question de la CNAS, déjà, je vais donner quelques chiffres de la CNAS, si je les reprends. Sur les dossiers en cours, des chiffres qui datent un peu, je crois, mais qui sont quand même assez intéressants. Je vais essayer de les retrouver après.
Oui, c'est compliqué. Ça pose la question des parcours militants, des parcours syndicaux, des reconversions. Mais là, on n'est pas dans le cas de reconversion standard, on va dire. C'est pas arrivé au terme d'un parcours syndical où on décide de changer, de faire autre chose. Je pense qu'on a encore des choses à creuser, y compris en interne à la CFDT, sur ces cas dont que tu évoques, qui sont des cas hyper épineux. J'ai pas de réponse à apporter en tant que tel, c'est-à-dire que ça veut dire que le travail qu'il nous reste à faire sur les discriminations syndicales, il est encore énorme. Y compris dans ces cas-là, et je suis d'accord avec toi, c'est que on dit souvent, et ça a été dit tout à l'heure dans les propos introductifs aussi, souvent le syndicaliste se dit de toute façon, dans mon mandat, je serai toujours discriminé, ça fait partie du mandat. Non, ça ne fait pas partie du mandat. Et les plus jeunes, si on veut leur mettre le pied à l'étrier, l'exemple que tu viens de donner, on va les faire fuir. Donc c'est comment on arrive à agir en amont, parce qu'au-delà de trouver des solutions pour sortir de ça, c'est comment on agit en amont pour essayer de rectifier le truc. Et ton employeur, il a condamnation sur condamnation, j'imagine, et ça... Hein? L'ancien secrétaire du CE, il a liquidé une boîte, l'inspecteur du travail a donné l'autorisation de licencier, on est parti au ministre, le ministre a cassé la décision. Ouais. On est parti au prud'homme d'Évreux, il a été réintégré, cour d'appel d'Évreux réintégré, tribunal administratif pour le ministre, il nous donne raison. On est parti à la cour d'appel de Douai, on attend, et monsieur, pendant 3 ans sans salaire. Il y a ça, évidemment. Et puis comment on fait derrière pour rester dans une entreprise après ce qui s'est passé, quoi. C'est le sujet des reconversions. Et juste pour compléter ce qui vient d'être dit, c'est aussi cette particularité que l'on a dans le droit de la non-discrimination, parce que c'est de manière générale, c'est pas uniquement pour les discriminations syndicales, hein, dans le Code du travail, le L1131-1 du Code du travail, dit bien que, par exemple, quelqu'un qui a été licencié et dont le licenciement est reconnu discriminatoire, il a droit à sa réintégration dans l'entreprise. À défaut, c'est une indemnité. Parce que la discrimination, la sanction, c'est la nullité. Ça n'a pas existé. Mais on se heurte à ce genre de problème, nous aussi en tant que défenseurs de droit, parce qu'on présente des observations à l'appui des personnes devant les juridictions, et on essaye de faire passer le message à l'employeur en face en disant, si la discrimination est reconnue, éventuellement essayez quand même de mettre en place un plan de sensibilisation, de formation, etc. Mais prenez en compte quand même cet aspect et ne vous entêtez pas comme il est en train de le faire. Parce que je crois qu'il y a une chose pour des entreprises qui est quand même beaucoup plus dure qu'une sanction judiciaire, c'est l'aspect réputationnel. C'est surtout l'aspect réputationnel, et moi je pense qu'il faut jouer là-dessus sur du name and shame. C'est tout. Énoncer publiquement le mauvais comportement. Je suis désolée, Luc, mais il y avait une question ici avant. Oui, bonjour, je suis Carole Sanchez de la CEPAM du Havre, donc élue au CSE. J'ai une question également un peu différente et qui s'adresse particulièrement donc à l'avocat et aux médecins. Nous, à la CPAM du Havre, nous avons une médecine du travail qui s'appelle GST, qui n'est pas agréée. On a mené plusieurs actions. Alors c'est dans le cadre d'une discrimination. Hein. Je parle pour un agent qui est délégué également, qui est DS et qui est discriminé. Je voulais savoir quelle valeur peuvent avoir des certificats médicaux de la médecine du travail non agréés. En sachant qu'on a mené plein de procédures bien en amont pour que notre directeur change de prestataire, et bien sûr, mais il ne veut rien entendre parce qu'il y a eu un vice de procédure
Et donc, il a quand même la loi pour lui, mais malgré tout, c'est quand même une médecine du travail non agréée. Donc, quelle valeur vont avoir les certificats médicaux pour des agents discriminés? Voilà, c'est une question. Je prends la parole. Voilà, je suis observé de près. À la date d'aujourd'hui, je pense qu'il y a relativement peu de services de santé au travail, enfin relativement peu, ça augmente de plus en plus, qui ont l'agrément. Parce que c'est très compliqué. On va changer d'ailleurs, on va avoir à être certifié, donc les certifications vont commencer. Nous, à PST Calvados, je crois qu'on devait être le 2e service en France certifié. Est-ce qu'on doit absolument avoir une relation, alors là, je ne suis pas juge, enfin pas là en tous les cas, et est-ce qu'il y a une relation systématique entre le certificat écrit par le professionnel de santé, et en l'occurrence le médecin du travail, et l'agrément du service? L'activité du médecin, elle est indépendante. Il a l'autorisation d'exercer de fait parce qu'il est docteur en médecine, un DES, ce qui est mon cas, de santé au travail, ou l'équivalence du DES de santé au travail, qu'il a l'autorisation, en tous les cas qu'il a présenté ses diplômes à l'inspection du travail, qui n'a pas vu d'objection, qu'il a présenté ses diplômes et qu'il est inscrit à l'ordre des médecins avec un numéro RPPS. Ça fait un certain nombre de qualités, on va dire, et à chaque fois, on lui a rappelé son indépendance professionnelle, qu'il n'est pas censé répondre à des injonctions. Et ça, on nous l'a appris toute notre vie professionnelle. Pendant les années d'études, qui durent 7 ans, grosso modo, aujourd'hui, plus les années de DES, qui durent 4 ans, ça fait 11 ans d'études où on nous dit tous les jours, vous êtes indépendant, etc. Vous allez prêter serment le jour de votre soutenance de thèse, vous allez prêter serment le jour de votre soutenance de mémoire. Je pense qu'il y a une dissociation entre ce qui est de l'agrément et ce qui est du certificat du professionnel de santé. Je le pense, moi, je ne sais pas ce qu'un juge en pensera. Et je ne sais pas non plus ce que la DRETS et la directrice en pensent. Mais c'est mon avis. Et je pense que si j'étais juge dans une telle affaire, je devrais les limiter. Voilà. Vous êtes là, madame. Mais la directrice va prendre la parole. Alors c'est un dossier difficile parce qu'il est connu par nos services et nous sommes sur ce dossier, donc je ne peux pas donner plus d'éléments que ça. La seule chose que je peux dire, c'est que la position du ministère du Travail, c'est de considérer qu'un service qui n'est pas agréé ne peut pas avoir d'avis médical qui sont dignes de ce nom. Après, on peut trouver des... Ah, alors, je vais essayer. Là, vous m'entendez mieux. Alors, je disais que le dossier, on le connaît puisqu'on on l'instruit, on est en cours. Enfin, il y a même d'autres procédures qui sont engagées par nos services. Donc, pour l'instant, je peux bien sûr ne rien dire par rapport à tout ça, sauf que la position du ministère du Travail, dire qu'un service qui n'est pas agréé, d'autant plus que ce service peut poser des questions, est-ce que ce sont vraiment des médecins du travail, etc., etc. Il y a plein de questions qui se posent. Mais un service qui n'est pas agréé par le service du ministère, donc de la DRETS, les avis médicaux ne sont pas opposables, ne sont pas considérés comme des avis médicaux rendus par des médecins du travail. Enfin, donc voilà, ça c'est un souci. Tous les services sont agréés, monsieur le docteur. On est en cours de renouvellement puisque la procédure a changé. Mais voilà, mais après on peut en rediscuter si vous voulez en aparté, mais là pour le coup, sachez que c'est un dossier qu'on a bien dans notre tuyau au sein de la direction régionale. Monsieur Laoufi. Oui, non, sans déflorer la prochaine table ronde sur la charge de la preuve, si vous avez une action devant une juridiction civile ou administrative, on va appliquer en matière de discrimination le principe d'aménagement de la charge de la preuve. Et je l'expliquerai tout à l'heure, mais le principe, il y en a certains qui doivent le connaître, mais ce principe d'aménagement de la charge de la preuve,
permet à la personne qui s'estime victime de discrimination de présenter des éléments de fait qui laissent supposer l'existence d'une discrimination. Et je pense qu'un certificat médical, même si c'est pas d'un service qui n'est pas agréé, mais ça peut être un certificat médical d'un médecin traitant, pourrait entrer dans la liste des éléments de fait. Mais à lui seul, il ne suffirait pas pour faire reconnaître une situation de discrimination. J'ai demandé la parole pour revenir sur l'intervention de Loïc et sur la situation dans laquelle il se trouve, qui est grave, quoi. Mais quand même, Loïc, même, bon, alors ça ne compense pas les 3 ans sans salaire, enfin des situations difficiles à vivre humainement. Mais quand même, tout le boulot qui est fait par le syndicat des routiers et par Loïc, c'est des affaires qui sont mises en débat juridique, ça produit du texte, ça produit de la jurisprudence. Le syndicat des marins au Havre, par exemple, qui est vraiment très exposé à la globalisation et à tout un tas de complications réglementaires, travaille énormément comme ça. Donc, pour les activistes syndicaux, il y a l'action qui est déclenchée par un événement qui va... On va peut-être pas trouver la solution liée à l'événement qui a déclenché l'action là pour les personnes, mais le travail qui se fait, il produit beaucoup d'éléments qui servent à l'ensemble de l'organisation. Donc malgré les difficultés et le coût à payer pour les militants, c'est quand même un boulot vachement important pour nous tous, et je te remercie Loïc. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? On prend une dernière intervention, si vous le souhaitez. Soyez pas timide. Merci. Bonjour, Véronique Picot, je fais partie des santé sociaux de la Manche. Et la question par rapport à... Pour moi, c'est une forme de discrimination aussi. C'est dans les services où nous travaillons, puisque nous sommes dans l'hospitalier, eh bien, nous avons des militants élus qui ne peuvent pas participer à certaines des instances sous prétexte de manque de personnel et autres. Donc, pour moi, c'est une forme de discrimination aussi. Et surtout, ce que je voudrais y lier et connaître un petit peu, c'est que nos heures de délégation, elles sont quand même bien financées, donc payées à notre employeur. Déjà, je voudrais connaître un petit peu ce système de financement des heures de délégation et un peu le recours qu'on pourrait avoir vis-à-vis de notre employeur pour justement lui imposer le fait que nos collaborateurs, les gens qui sont élus, puissent participer à ces instances, puisque, bon, je veux bien qu'il y ait de manque de personnel, mais néanmoins, leurs heures sont payées. Je pense, Véronique, que c'est plus lié à la table ronde concernant notamment le contentieux. Mais notamment, M. Laoufi ou Fabien l'ont exprimé tout à l'heure sur les discriminations et le fait des nécessités de services, etc. On voit bien que c'est extrêmement compliqué, en plus dans le domaine dans lequel tu travailles, la santé. Donc je ne sais pas, mis à part le dialogue social en entreprise, et là en l'occurrence à l'hôpital, le service public, c'est un peu plus compliqué. C'est pour ça que je fais souvent le parallèle avec les administrations, parce que c'est extrêmement compliqué, le dialogue social dans les administrations. Donc je ne sais pas, est-ce que vous avez une réponse éventuellement, Fabien Alors, je connais moins bien le fonctionnement du service public, mais là, on discutait en aparté. Là, pour le coup, il y a entrave, comme on le voit aussi dans le privé, par moment. Mais c'est justement du privé. Ah, c'est pas la fonction publique hospitalière. Donc l'employeur, non, c'est l'employeur qui paye les heures de délégation. Il n'est pas rémunéré il n'a pas d'argent public pour les heures de délégation. Donc là, il y a clairement entrave, et ça doit faire l'objet de... C'est pour ça qu'il faudrait essayer de cadrer ça dans les PAP. Enfin, on est dans des situations où... Je reviens toujours au même truc, c'est pas un vieux dogme, mais la loyauté du dialogue social, globalement, c'est la pierre angulaire de pas mal de choses, et ça en fait partie.
jouer sur les surcharges de travail, jouer sur le manque de personnel, qui est sûrement un vrai sujet en ce moment dans les hôpitaux. Hein. Mais les moyens d'action, c'est un rappel à la loi et aux obligations de l'employeur en la matière. Il s'agit, et là on a un autre problème aussi depuis les ordonnances, c'est que c'est la place par exemple des suppléants dans ces réunions-là. Enfin, voilà, on ne va pas extrapoler là-dessus, mais ça en fait partie au global. Oui, puis l'inspection du travail, évidemment, c'est du oui, Je crois que le temps imparti était... Ah, pardon, il y a encore une dernière intervention, Michel ? Michel Rose, avocat. Sur ces questions d'ordre de délégation et de délégation non prise et nécessité de service, ce que je remarque souvent, c'est que parce qu'on ne cadre pas le dialogue social précisément à travers les PAP ou à travers les accords de fonctionnement des CSE ou autres, les délégués syndicaux, les IRP, sont les premiers à répondre aux nécessités de service que l'employeur lui impose, voire même au dernier moment. Et je suis toujours surpris de constater que plus on en lâche sur les ordres de délégation qu'on va prendre, allez, après notre service ou en fonction des missions qu'on a en début de mois, en fin de mois, etc., on rentre dans une logique qui finalement fait que on ne met pas en avant la fonction, on ne la crédibilise pas à l'égard de l'employeur parce qu'on n'a pas cadré les choses dès le départ. Et donc ça, c'est un vrai sujet parce qu'au final, la discrimination, elle commence là aussi. Lorsqu'on commence par accepter ce qui ne devrait être qu'une exception, finalement, à l'exercice, non pas d'un droit, mais d'une mission qui est reconnue dans l'entreprise. Je propose de remercier les participants à cette table ronde, M. Lalouzi, Vincent Gabretière et Jean-Philippe Isa, Mme Naïe Beaulieu, qui est intervenue aussi, qui n'était pas sur la table ronde, mais merci pour vos réponses, et Michel, bien évidemment, Michel Rose, notre avocat du réseau AVEC.